D'abord, un grand merci à tous d'être présents et présentes ici aujourd'hui. Donc, en effet, pour la soutenance de ma thèse de doctorat, cette thèse qui s'intitule Saisir la diversité des systèmes d'élevage de ruminants à travers le monde pour accompagner leur intensification durable. Et dans cette thèse, je propose un cadre d'évaluation des impacts environnementaux et socio-économiques de ces systèmes d'élevage. Ouais, alors attendez, voilà, super. D'abord, je voudrais faire un remerciement pour le jury qui est là ici aujourd'hui. Donc, vous êtes déjà présenté, mais je voudrais vraiment personnellement vous remercier d'avoir accepté ce rôle et d'avoir accepté de lire ma thèse et d'être intéressé par mon travail. Donc, un grand merci à messieurs Moulin et Brunswick en tant que rapporteurs, ainsi que monsieur Lescoat et madame Motet qui seront en tant qu'examinateurs et examinatrices. Et puis évidemment, un grand merci à ma direction de thèse, Patrice Dumas, qui a été mon directeur, ainsi que Mathieu Vigne, mon co-cadrant, qui ont été présents tout au long de ma thèse. Alors aujourd'hui, cette présentation, elle va se dérouler comme suit. Donc, je vais d'abord vous faire une petite introduction au sujet de thèse, de quoi je parle dans cette thèse, et surtout quelles ont été les problématiques soulevées dès le début de la thèse. Et ensuite, je vais parler des trois grandes parties qui composent cette thèse de doctorat. D'abord, je vais vous présenter un cadre d'analyse et également des typologies que j'ai mises en place pour parler de la pluralité des systèmes d'élevage. Ensuite, je vais vous présenter un modèle conceptuel qui a été développé pour évaluer les impacts de ces systèmes. Et enfin, je terminerai par une présentation d'une étude prospective des systèmes d'élevage laitier dans 2 pays, au Kenya et au Sénégal. Et je terminerai par une discussion et une petite conclusion de cet exposé. Donc tout d'abord, une petite introduction à de quoi parle cette thèse, quel est le sujet et quelle est la problématique soulevée. Alors, cette thèse, elle s'intéresse en premier lieu à la pluralité des systèmes d'élevage de ruminants. Alors, par ruminants, j'entends les bovins, les petits ruminants, également les camélidés, mais c'est vrai que je me suis moins intéressée aux camélidés durant cette thèse. Et donc, par le mot pluralité des systèmes d'élevage de ruminants, je veux dire la diversité des types de systèmes d'élevage qui peuvent exister dans le monde. Alors, cette pluralité, elle est présente, elle est vitale même pour de nombreuses communautés dans le monde et elle est présente sur des zones géographiques et agroclimatiques très différentes, comme vous pouvez le voir sur les photos juste au-dessus où l'élevage de ruminants est vraiment présent sur quasiment tous les continents et dans des formes très diverses. Cette pluralité, elle est également représentée par les fonctions que vont remplir ces ruminants. Alors, on pense bien évidemment tout de suite à la production de lait et la production de viande, mais pas seulement. Les ruminants peuvent aussi être sous une forme, ou en tout cas représenter une forme d'assurance ou même de capital foncier sur pied pour l'éleveur qui les possède, et sans oublier également la production de fumier, très importante pour la fertilisation des cultures. Alors, ces systèmes de ruminants, ils sont donc multifonctionnels, avec en plus des fonctions que j'ai énumérées juste avant, des aspects socioculturels très forts. En effet, les ruminants, dans certaines communautés, peuvent avoir vraiment une grande importance dans des rituels religieux, des cérémonies. Parfois, les animaux confèrent également un statut social ou une identité à leur éleveur. Alors, cette pluralité des systèmes d'élevage de ruminants, elle est capturée par déjà de nombreuses études qui existent dans la littérature, avec quelques exemples ici sur la gauche. Et elle capture la complexité et la pluralité de ces systèmes. En étudiant cette littérature, je me suis rendu compte petit à petit de la difficulté qu'il y avait à décrire la multifonctionnalité des systèmes, mais également à décrire et à se rendre compte des liens entre animaux coproduits, c'est-à-dire entre animaux qui sont apparentés, et également les liens entre systèmes.
puisque au cours de leur vie, les animaux peuvent bouger, peuvent être en mouvement et passer d'un système à l'autre, et ces liens sont difficilement représentés. Alors, en plus des systèmes très divers à travers le monde, on remarque que de nombreux systèmes s'intensifient sous l'effet de facteurs qui vont impacter les pratiques d'élevage. Alors, pourquoi l'intensification? Eh bien, d'abord parce qu'il y a vraiment une demande croissante en produits d'origine animale. Selon les prédictions, la production animale devrait augmenter de 70% d'ici à 2050 pour répondre à cette demande croissante. Alors, bien sûr, cette demande croissante, elle va souvent de pair avec une population croissante, et notamment dans certaines parties du monde. Mais également, l'intensification peut se faire sous l'effet de facteurs économiques, et notamment le fait que la terre devient de plus en plus rare. Alors, l'intensification, elle est largement traitée dans la littérature. Cette littérature, elle va étudier plusieurs grands types d'intensification que j'ai décidé de grouper en deux catégories. Alors, c'est une proposition de cette thèse que de parler de ces deux catégories et de les regrouper comme cela. Alors, d'une part, je parle d'intensification conventionnelle, et cette intensification conventionnelle, elle correspond à une volonté d'augmenter la production et la productivité par animal ou par unité de surface, grâce à, par exemple, l'augmentation de facteurs de production et aussi par l'utilisation de services externes et d'intrants. En général, cette intensification conventionnelle, elle va souvent de pair avec une spécialisation des unités de production. D'une autre part, je parle d'intensification cette fois-ci non conventionnelle. Alors ici, ça regroupe diverses voies d'intensification, par exemple l'intensification durable, écologique, agroécologique, etc. Et cette intensification non conventionnelle, elle correspond à une volonté d'augmenter la production tout en diminuant les impacts sur l'environnement et en réduisant l'utilisation d'intrants externes. Donc ici, il y a vraiment une volonté d'avoir non seulement des systèmes productifs, mais également innovants et durables. Alors, cette différenciation, elle permet donc de prendre en compte deux grandes voies majeures de l'intensification, qui sont aussi largement décrites dans la littérature, mais dont les définitions vont varier d'un auteur à un autre et au final, dont les définitions restent un petit peu floues. Alors, il est important de noter aussi que derrière chacune de ces deux voies, il peut y avoir des systèmes d'élevage très différents, des systèmes intensifs, extensifs, etc. Et la volonté que j'ai eue, ça a été de se concentrer sur les objectifs ou les intentions qui se cachent derrière ces voies d'intensification et non sur les définitions et sur leurs caractéristiques. Alors, en parlant d'objectifs, justement, ce que je mets derrière l'intensification conventionnelle, c'est vraiment une volonté d'avoir un bénéfice privé. Alors, on peut penser bien évidemment à la génération de revenus, mais pas seulement. On peut penser aussi à la volonté d'avoir une force de traction pour les cultures, à produire du fumier, par exemple. Alors, l'intensification conventionnelle, elle est jugée responsable par de nombreux chercheurs de l'émission de gaz à effet de serre, également d'impact négatif sur la biodiversité, de pollution de l'air et de l'eau, et aussi des coûts de production très forts et très hauts. L'intensification non conventionnelle, quant à elle, c'est vraiment l'intention, l'objectif d'avoir un bénéfice social. C'est-à-dire, par exemple, donc autre que le seul profit privé, donc par exemple réduire les impacts sur l'environnement, avoir de la cohésion sociale, avoir la volonté d'avoir une dimension locale. Voilà, c'est ce qui se cache comme objectif derrière l'intensification non conventionnelle. Alors, de toute cette recherche et cette lecture de la littérature existante, plusieurs questions se sont posées à moi. D'abord, concernant la pluralité des systèmes, les questions que je me suis posées autour de cette problématique sont d'abord comment est représentée la pluralité des systèmes d'élevage bovin. Alors, j'ai choisi de me concentrer sur l'élevage bovin
et pas sur l'élevage de ruminants dans sa globalité. Et également, comment s'opèrent les voies d'intensification dont je vous ai parlé juste avant et comment, en fait, elles sont traitées. Concernant les impacts environnementaux de l'élevage, la question qui s'est posée, c'est qu'est-ce qu'un cadre d'évaluation adapté à une échelle mondiale pour évaluer les impacts environnementaux? Alors, j'ai eu la volonté de travailler à cette échelle mondiale concernant les impacts environnementaux, tout simplement parce que certains impacts majeurs de l'élevage se font ressentir à cette échelle mondiale, notamment, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, suite à toutes ces questions, d'autres questions ont émergé, notamment comment utiliser un cadre qui a été construit à une échelle mondiale, comment l'utiliser à une plus petite échelle, donc à une échelle nationale ou sous-nationale, et comment évolue la pluralité des systèmes d'élevage vus juste avant. Donc, ça a donné naissance à cette troisième grande catégorie de questions qui est plutôt d'ordre de la contextualisation et de l'évolution. Alors, ces questions, elles ont été regroupées en une grande question de recherche que j'ai mis comme comment analyser les impacts environnementaux et économiques d'une pluralité de systèmes d'élevage de ruminants, ainsi que leurs voies d'intensification à une échelle mondiale. Et que se passe-t-il à une échelle plus petite, par exemple une échelle nationale, voire même sous-nationale? Alors, pour répondre à cette question, une première étape a été d'étudier les typologies des systèmes d'élevage existants et de définir par la suite un nouveau cadre conceptuel et des typologies de ces systèmes. Découlant de cette première partie, une deuxième étape a été de vouloir quantifier les impacts de ces systèmes grâce à la modélisation et donc basé sur ce cadre conceptuel. Alors, il est important de noter ici qu'il n'y aura pas d'analyse à proprement parler puisque le modèle est conceptuel et n'a pas été implémenté. Et enfin, en repartant de cette première grande étape, une troisième étape a été de valider le cadre conceptuel ici présent à une plus petite échelle et de voir, de comprendre comment et pourquoi les systèmes d'élevage évoluent. Donc maintenant, je vais vous présenter la première grande partie de cette thèse, qui est donc l'élaboration d'un cadre d'analyse et des typologies de la pluralité des systèmes d'élevage. Alors, la volonté, donc suite à la problématique soulevée juste avant, ça a été de grouper les activités des animaux apparentés ensemble pour évaluer leurs impacts. Alors, c'est quelque chose qui a souvent déjà été fait dans plusieurs études, donc un exemple avec l'étude ici à gauche, mais à des petites échelles. Et il n'existe pas, en tout cas à ma connaissance et sur des échelles globales, sur des échelles mondiales, d'études qui prennent en compte à la fois la pluralité et la complexité des systèmes d'élevage, ainsi que les mouvements d'animaux entre ces systèmes. Et donc, suite à ça, j'ai pensé nécessaire de développer une nouvelle méthode de représentation de l'élevage pour imputer les impacts aux produits issus de l'élevage, afin de prendre en compte les animaux coproduits, c'est-à-dire par exemple une mère et sa descendance, ainsi que leur coproduction, donc tous les produits issus de l'élevage, le lait, la viande, mais également la production de fumier, etc. Alors, l'approche développée pour répondre à ces défis, c'est un cadre d'évaluation des impacts environnementaux et économiques. Alors, les systèmes d'élevage, que je nomme ici type de gestion ou management type dans la thèse, sont caractérisés par différents critères, par exemple l'objectif de l'élevage, l'alimentation, la gestion du troupeau, etc. Ces critères, ils vont permettre de catégoriser les différentes pratiques et méthodes d'élevage et d'avoir vraiment une bonne représentation de la pluralité des systèmes d'élevage dans le monde.
Une autre nouveauté proposée par ce cadre, c'est ce que j'appelle les matrilignés ou lineage group dans la thèse, qui en fait vont grouper les animaux apparentés ensemble et vont permettre de prendre en compte leurs mouvements entre différents types de gestion. Alors, pour que ce soit un petit peu plus facile de compréhension, je propose d'illustrer ce cadre par un exemple. Alors ici, par exemple, on a le profil d'une vache, une vache laitière. Donc, on sait que c'est une femelle, on a globalement son âge, on sait ce qu'elle mange. Et cette vache, elle fait partie d'un type de gestion laitier, extensif, sylvopastoral. Cette vache, elle va avoir des veaux au cours de sa vie. Et ce veau, en fonction qu'il soit mâle ou femelle, peut avoir différentes destinées. Par exemple, si c'est une femelle, ce veau peut devenir une génisse qui deviendra à son tour une vache et qui participera au renouvellement du troupeau. Si c'est un mâle, il peut évoluer vers un stade jeune mâle, puis par exemple vers un stade taureau dans le cas d'un système qui favorise la reproduction naturelle. Alors évidemment, tous les veaux femelles ne deviendront pas des vaches, tous les veaux mâles ne deviendront pas des taureaux, puisqu'en fonction des contraintes de troupeau, certains veaux pourront être vendus, abattus, etc. Mais ce veau mâle, il peut aussi tout à fait sortir de son type de gestion d'origine et aller, par exemple, se faire engraisser dans un type de gestion type feedlot, où là, il sera nourri en céréales et il sera abattu pour la production de viande globalement autour de l'âge de 2 ans. Donc ici, dans cet exemple, on a vraiment des profils d'animaux différents, deux types de gestion différents, mais comme tous ces animaux sont apparentés, puisqu'ils proviennent de la même vache, alors ils font partie de la même matrilignée. Alors, les types de gestion, ils sont caractérisés par divers critères, comme je vous l'ai dit avant. Alors, parmi ces critères, par exemple, on a la race. Est-ce que c'est une race à viande ou laitière? On a l'objectif d'élevage. Est-ce que l'objectif est plutôt la génération de revenus ou un objectif multifonctionnel? L'alimentation, la relation à la terre. Est-ce qu'il y a une composante agricole ou forestière? La gestion du troupeau en termes de santé et de reproduction, la mobilité du troupeau et la gestion du fumier. Ici, la situation géographique et le climat sont considérés comme des facteurs externes. Ils sont pris en compte dans le cadre, mais de manière implicite et pas explicite. J'en reparlerai un petit peu après. Donc, grâce à ces différents critères et à leur mise en relation, j'ai pu construire un arbre de décision. Et de cet arbre découlent 16 types de gestion différents qui forment donc la typologie des types de gestion. Concernant les matrilignés, elles sont caractérisées par 3 critères. D'abord, la destinée des animaux reproducteurs, non reproducteurs, pardon. Est-ce que ces animaux vont sortir de leur type de gestion d'origine ou non? Dans le cas où ils en sortent, est-ce que ce nouveau type de gestion est localisé plus ou moins loin de celui d'origine? Et enfin, la destinée des femelles, notamment des femelles reproductrices, est-ce qu'elles vont passer par un type de gestion spécifique en tant que génisse avant de revenir dans leur type de gestion d'origine? Donc, dans cette typologie, on a distingué 6 types de matrilignées différentes grâce à ces critères qui ont été également liés dans un arbre de décision. Alors, les avantages de cette méthode, d'abord, c'est de pouvoir mieux attribuer les impacts environnementaux aux animaux ainsi qu'à leurs animaux apparentés, puisque les impacts vont être évalués au niveau du profil et puis ensuite agrégés au niveau de la matrilignée. Le découpage de la vie d'un animal en différentes phases va permettre de bien tracer le mouvement des animaux entre ces types de gestion. Cette méthode, elle va également pouvoir simplifier l'évaluation des impacts et elle a plutôt une bonne pertinence à une grande échelle, puisque j'ai travaillé à l'échelle mondiale pour décrire la diversité et la pluralité des systèmes existants. Je passe maintenant à la deuxième partie qui découle en fait de cette première partie, qui est le développement d'un modèle conceptuel pour l'évaluation des impacts.
Alors, l'évaluation des impacts environnementaux et économiques de l'élevage, c'est vraiment déjà au cœur de plusieurs modèles qui existent dans la littérature, avec quelques exemples ici à gauche. Les systèmes d'élevage qui sont considérés dans ces modèles sont caractérisés en général par le climat, c'est-à-dire que la zone agroécologique dans laquelle ils se trouvent, et ou le lien avec les cultures. Est-ce que c'est un système basé sur pâture? Est-ce que c'est un système mix agriculture-élevage, etc. Ces modèles, ils prennent en compte vraiment une grande diversité de pratiques d'élevage, surtout concernant l'alimentation animale. Mais le défi posé, c'est qu'ils ne considèrent pas les liens entre les systèmes, donc les mouvements d'animaux, ainsi que la multifonctionnalité des systèmes d'élevage. Alors, je vous propose un petit peu un petit schéma pour expliquer la construction de ce modèle. Alors d'abord, ce modèle, il est bien évidemment basé sur le cadre d'analyse que je vous ai décrit précédemment, donc les profils d'animaux qui font partie de types de gestion, ainsi que les matrilignés. Et donc, c'est ce cadre d'analyse qui va être modélisé dans le modèle. Ensuite, sur base des matrilignés ici, leurs performances à la fois économiques et environnementales vont être calculées, puis comparées dans le modèle. Et donc ça va permettre d'imputer avec justesse les impacts environnementaux ou économiques et de pouvoir comparer les voies d'intensification sur base de ces performances. Et enfin, sur base de ces performances, encore une fois, certaines variables vont pouvoir être calculées, variables qui ne sont pas déterminées directement par le profil, mais encore une fois, je reviendrai avec un petit peu plus de détails ensuite. Alors, le modèle, il reprend vraiment des apports de modèles qui sont déjà construits dans la littérature, tels que par exemple la gestion du troupeau, la gestion du fumier, etc., auxquels nous avons bien sûr ajouté nos propres contributions. Alors, une contribution de ce modèle, c'est par exemple par rapport à la gestion des pâtures. La gestion des pâtures et leur rendement sont en général pas explicitement représentés dans les modèles globaux existants. Et donc, on a choisi de les représenter de manière explicite ici. Et de plus, nous faisons la distinction entre l'herbe pâturée et l'herbe fauchée. Une autre contribution différente de ce modèle par rapport à ce qui existe, c'est la prise en compte du climat. Alors, le climat, il influence la production, à la fois la production de lait, mais également la production de viande par rapport à la croissance des animaux. Le climat, il va également influencer le temps passé en étable, donc en fonction de la température, de l'humidité, etc. Et ici, le climat n'est pas explicitement représenté dans le modèle, à la différence des autres modèles globaux existants, mais il est présent de manière implicite par les rendements et la productivité primaire nette. Alors, je vous explique par un schéma simplifié un petit peu le fonctionnement de ce modèle. Alors, d'abord, il est divisé en 3 modules différents. Le premier module, il est effectué au niveau d'un pixel. Donc, le territoire étudié est divisé en pixels donc pour former un quadrillage. Et en fait, chaque profil de chaque type de gestion va être représenté dans chacun de ces pixels. Et en même temps, une évaluation des émissions de gaz à effet de serre et également une évaluation des coûts par profil est effectuée. Dans le deuxième module, les profils vont être groupés ensemble pour former la structure de la matrilignée. Puis, le nombre de têtes pour chaque profil va être déterminé. Et enfin, dans le module 3, les impacts vont être évalués au niveau du profil pour ensuite pouvoir évaluer les bénéfices de la matrilignée dans sa globalité. Et enfin, une optimisation est réalisée pour spécifier 3 variables. Alors, ces 3 variables, je peux vous les citer, c'est le taux d'application d'azote, le taux de charge sur les pâtures et ainsi que la part de l'alimentation animale qui est produite sur place. Alors, ces 3 variables, elles sont nécessaires dans le module 1
mais elles ne sont pas spécifiées avant cette partie de l'optimisation. Alors, on aurait aimé bien évidemment faire un modèle sans optimisation, mais on n'y est pas arrivé pour spécifier ces 3 variables. Je vais vous présenter maintenant un petit peu les résultats attendus du modèle. Alors, je parle évidemment de résultats attendus puisque ce modèle n'a pas été implémenté, ni à l'échelle globale, qui est vraiment l'objectif de ce modèle, ni à une échelle nationale, qui est au cœur de l'étude que je vais vous présenter juste après. Alors, dans le module 1, on obtiendrait une représentation de chaque profil dans tous les pixels, ainsi qu'une évaluation économique par animal. Donc, ça va permettre vraiment de prendre en compte la pluralité et la multifonctionnalité des systèmes. Dans les modules 2 et 3, le profit économique d'une matrilignée est calculé en utilisant la valeur de chaque produit, donc la valeur de la production de lait, de viande, fumier, etc. Et une optimisation est donc réalisée pour les variables non spécifiées du module 1. Et donc, cette étape, elle va vraiment permettre de grouper les animaux ensemble et de faire une analyse économique. Enfin, grâce aux résultats donc, de ce modèle, on peut par exemple effectuer une analyse environnementale grâce par exemple à une allocation économique pour calculer les émissions de gaz à effet de serre par matrilignée. Et également, on va définir par pixel quelle est la matrilignée la plus performante en fonction de l'objectif. Donc, est-ce que c'est un objectif privé qui concerne, par exemple, l'intensification conventionnelle ou un objectif social, intensification non conventionnelle? Donc, en fait, toutes les matrilignées vont être évaluées pour chaque pixel, mais seulement une seule sera sélectionnée par pixel par rapport à l'objectif recherché. Enfin, je passe à la dernière partie de cette présentation et également de cette thèse, qui est une étude prospective des systèmes laitiers et qui a pour but d'aller un peu plus loin dans l'étude de la pluralité des systèmes d'élevage et également de leur évolution. Et c'est une étude qui a été réalisée dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet Africanique. Alors, dans cette étude, après m'être intéressée donc à la pluralité des systèmes d'élevage, je me suis demandé comment cette pluralité évoluait, comment elle se transformait et pourquoi. Alors, il y a vraiment une forte évolution de la demande en produits laitiers à l'échelle mondiale et encore plus dans certaines régions du monde, comme par exemple en Afrique, où on a 4% de croissance, de taux de croissance par an de cette demande. Alors, sur ce continent, je me suis particulièrement intéressée à 2 pays avec des dynamiques très différentes, mais où le lait et les produits laitiers sont vraiment primordiaux pour les populations. Ces 2 pays, ce sont le Kenya et le Sénégal. Et j'ai également passé du temps sur le terrain dans ces 2 pays. Alors, en 2019, la consommation de lait au Kenya est estimée à 82 litres par habitant et elle pourrait atteindre 200 litres d'ici à 2030. Au Sénégal, la consommation est plus modeste, avec 12 litres de lait par habitant et par an, un taux de croissance de plus 1%, mais surtout un potentiel de production très fort dans ce pays. Et donc, confronté à l'augmentation de cette demande ainsi qu'à d'autres défis tels que par exemple le changement climatique, les systèmes laitiers du Kenya et du Sénégal évoluent. Alors, les objectifs de cette étude, c'est d'abord d'évaluer la résilience des fermes laitières aux transformations futures, d'étudier les contraintes et les opportunités des systèmes et de comprendre comment ils évoluent et de les mettre en relation avec le cadre d'évaluation développé en première partie. Comme je me suis intéressée à l'évolution des systèmes laitiers, ma définition de la résilience peut être vue comme la capacité des systèmes laitiers à résister et à s'adapter aux défis présents et futurs. Alors, je me suis principalement intéressée à la région centrale du Kenya ainsi qu'à la région nord du Sénégal.
Au niveau de la méthode, comme c'est une méthode prospective, comme c'est une étude prospective, j'ai donc utilisé une méthode prospective qui s'appelle La roue des futurs et dans laquelle j'ai interviewé différents experts et parties prenantes. Donc, vous pouvez voir ici dans ce graphique, donc tous les différents experts et parties prenantes interrogés au Kenya dans le cercle extérieur et au Sénégal dans le cercle intérieur. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup d'éleveurs laitiers. C'était vraiment une volonté de ma part de m'intéresser également au point de vue des éleveurs laitiers. Mais pas que, il y a également des personnes issues du secteur académique, des consultants, des personnes issues d'associations, du secteur privé ou public. Alors, cette étude, elle a d'abord inclus une revue de la littérature des systèmes laitiers présents dans les deux pays. Alors, une première étape, ça a été de comparer tous ces systèmes issus de la littérature avec ceux présents dans le cadre d'analyse que j'avais précédemment développé. Alors ici, au Kenya, on peut voir d'abord que tous les systèmes présents au Kenya que j'ai trouvés dans la littérature, ici à l'extérieur, peuvent être liés à un système, voire même à plusieurs systèmes, au type de gestion du cadre d'analyse que j'ai développé. Alors, pour expliquer ce grand nombre, d'un côté, il me semble que les catégories retrouvées dans la littérature sont en général très larges et peuvent regrouper différents systèmes. D'un autre côté, on peut se poser la question de l'utilité de certains paramètres qui rentrent dans mon cadre d'analyse pour décrire les types de gestion. Et il semble peut-être que ce cadre d'analyse est beaucoup trop détaillé pour une petite échelle. Cette fois-ci au Sénégal, alors la littérature elle est plus précise au Sénégal avec 3 grands types de systèmes, les systèmes pastoraux, agropastoraux et intensifs, et chacun de ces grands systèmes peut être relié à un type de gestion spécifique dans le cadre d'analyse. Je vais vous présenter quelques résultats de cette étude. Alors d'abord, selon les experts et les éleveurs que j'ai interviewés, il existerait une évolution générale vers l'intensification, voire la semi-intensification de type conventionnel des systèmes actuels. Alors, ce vocabulaire d'intensification, il est utilisé par de nombreux experts, mais en fait, si je repars sur mon cadre d'analyse précédemment développé, il correspond à un changement de type de gestion vers des types de gestion de type zéro pâturage, avec tout de même un apport d'herbe et un objectif de production. Alors, comment cette intensification est caractérisée par les personnes que j'ai interviewées? Caractérisée d'abord par très peu, voire pas de pâture, donc des animaux nourris à l'étable, des aliments qui sont issus, par exemple, de déchets ou de coproduits de l'agriculture ou alors vraiment achetés, mais l'agriculture et l'élevage est généralement découplé. Un nombre de fermes plus petits, avec également des troupeaux plus petits, mais des races plus productives. Selon eux, donc toujours selon les personnes que j'ai interviewées, l'intensification est souvent vue comme une potentielle solution pour réduire les impacts des systèmes laitiers sur l'environnement et sur le climat, et également un moyen pour les systèmes d'être moins impactés par les aléas climatiques. Mais d'un autre côté, le changement climatique pourra avoir des effets délétères sur la qualité et la rareté des pâtures, sur la rareté de l'eau, sur le bien-être et la santé animale et sur la qualité du lait. Donc, confrontés au changement climatique et pour être résilients, les systèmes vont devoir adopter des stratégies d'adaptation. Et certaines de ces stratégies ont été évoquées par quelques experts au cours de cette étude. Par exemple, le fait de coupler agriculture et élevage, le fait de trouver un équilibre entre productivité et durabilité, peut-être par exemple avec des croisements, et également faire de la sensibilisation. Et moi, je conclus qu'il ne faut pas penser que cette intensification ou ce changement de type de gestion est la seule solution viable face au changement climatique. Par rapport à la croissance démographique, il y aura 3 défis à relever par les systèmes dans le futur,
qui sont les très forts coûts de production associés aux systèmes intensifs, qui fait que certains éleveurs ne pourront pas y accéder. L'accès au marché, qui est parfois très difficile pour certains éleveurs, également la pression territoriale avec une avancée des terres urbaines et agricoles toujours plus forte. Et enfin, je me suis intéressée à l'insécurité, au conflit, qui est quand même un sujet majeur dans ces pays, puisque en général, les conflits sont dus au pâturage du bétail sur les terres agricoles. Et en général, les gens voient l'intensification comme une solution possible à cette insécurité, au conflit, puisque les animaux seraient gardés en enclos. Donc, cette étude, elle a d'abord permis de valider le cadre conceptuel à une échelle beaucoup plus petite, qui est en fait sous-nationale, même moins que nationale, et également d'utiliser ce cadre conceptuel d'une autre manière que celle représentée par le modèle juste avant, et qui a permis en fait d'ouvrir sur d'autres indicateurs et d'avoir un autre regard sur les voies d'intensification. Et ces indicateurs, par exemple, peuvent être la durabilité, la résilience, l'adaptation, l'évolution. Je vais passer maintenant à une conclusion, à une discussion de ces trois grandes parties. Donc, je reprends d'abord la problématique du début que je vous ai exposée en tout début de présentation. Alors d'abord, concernant la première partie, j'ai vraiment voulu prendre en compte la pluralité et la multifonctionnalité des systèmes, ainsi que les mouvements des animaux entre ces systèmes. Donc c'est vraiment un cadre qui est pensé à une échelle globale, une échelle mondiale, et qui apparaît plutôt pertinent à cette échelle. Concernant les potentiels manques ou les difficultés de cette partie, c'est vrai qu'il y a la difficulté du manque de données, surtout dans certains pays ou certaines régions du monde. Pour la deuxième partie, vraiment la volonté, c'était de proposer un cadre d'évaluation par la modélisation pour évaluer les impacts possibles, économiques et environnementaux, tout en prenant en compte la multifonctionnalité dans l'évaluation de ces impacts. Alors évidemment, ce modèle il manque de l'implémentation puisqu'il est resté à un niveau conceptuel et donc parfois on peut avoir un manque de clarté sur la faisabilité de certaines parties. Enfin, dans cette troisième partie, elle a permis d'abord de valider le cadre d'analyse développé à cette fois-ci une plus petite échelle, même si on a tendance à se rendre compte que le cadre il est peut-être trop précis, qu'il y a beaucoup de systèmes, de types de gestion différents qui ne sont pas forcément nécessaires. Cette étude elle a également permis de proposer des voies d'évolution possibles des systèmes laitiers. Donc, ça m'a permis pour moi d'aller plus loin dans l'étude de la pluralité et de la diversité des systèmes d'élevage. Et elle ouvre également le cadre d'analyse sur d'autres indicateurs tels que la durabilité ou la résilience. Alors, on pourrait par exemple penser à augmenter les pays de comparaison pour étoffer un petit peu plus cette étude et cette analyse. Et également, il y a toujours ce problème de manque de données à petite échelle concernant la validation du cadre, qui peut-être entraîne le manque de certains systèmes ponctuels à l'échelle d'un pays. Enfin, je voudrais terminer sur les perspectives et les opportunités d'amélioration, ou en tout cas les opportunités futures qui pourraient suivre ce travail de thèse. Alors d'abord, sur le cadre d'analyse, il y a déjà la volonté d'ajouter d'autres espèces de ruminants. Comme dit au départ, je me suis vraiment concentrée sur les bovins, mais on sait très bien que souvent, il y a différentes espèces qui cohabitent, chèvres, moutons, vaches, etc. Il y a également des études qui prouvent le bénéfice en termes de production et d'alimentation d'avoir cette cohabitation. Et donc, ajouter d'autres espèces de ruminants au cadre d'analyse pourrait permettre d'être plus proche de la réalité. Il y a également l'amélioration de la caractérisation des systèmes
Peut-être qu'il y a certains paramètres qui finalement ne sont pas si intéressants que ça, qui mériteraient d'être enlevés, peut-être d'autres même à rajouter. Concernant la modélisation, alors la perspective primaire que je vois, c'est de passer à l'implémentation. Alors d'abord, tout simplement pour vérifier que le modèle fonctionne. Et également, par exemple, en tant que résultat pour aller plus loin, on pourrait penser à obtenir une sorte de carte mondiale de la répartition des systèmes. Alors évidemment, des systèmes optimaux en fonction de la voie d'intensification considérée. Également, le fait, j'en ai parlé un petit peu avant, le fait qu'il y a seulement une matrilignée qui est sélectionnée par pixel, une matrilignée optimale. Or, on sait très bien que parfois sur des toutes petites surfaces, il y a une cohabitation des systèmes, des matrilignées, et donc c'est moins proche de la réalité. La non-représentation de la diversité, comme discuté avant. Également, le fait d'inclure des indicateurs socioculturels qui pourraient être quantifiés. Parce que c'est vrai qu'on parle de durabilité. Dans cette modélisation, je m'intéresse aux impacts environnementaux, économiques. Mais si on parle de durabilité, il ne faut surtout pas oublier le caractère socioculturel. Et enfin, sur la prospective, comme peut-être dit avant, d'augmenter le nombre de pays. C'est vrai que je me suis intéressée à 2 pays qui sont sur le même continent. Ce serait peut-être intéressant d'avoir d'autres pays sur d'autres continents pour pouvoir améliorer l'analyse, pour pouvoir aller encore plus loin et peut-être même donc sur du plus long terme pour avoir une meilleure idée de l'évolution. Voilà, ma présentation s'arrête ici. Je vous remercie déjà beaucoup pour votre attention. Encore un grand merci aux 4 membres du jury, également à toutes les institutions qui m'ont aidée ou accueillie durant cette thèse de doctorat, ici sur la droite. Voilà, un grand merci et je suis preneuse évidemment et heureuse d'écouter vos commentaires et de répondre à vos éventuelles questions. Merci.